Bonjour à toutes et à tous, dans cet épisode nous allons parler d'un mouvement international qui nous encourage à repenser notre manière de vivre et notre société, pour qu'elle soit plus juste, plus humaine, plus écologique et plus locale. Je veux parler du réseau Transition, dont nous retrouvons des groupes dans chaque commune de Bruxelles et dans de nombreuses villes belges. Alors en transition, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert? J'en ai discuté avec Sébastien de 1000 Bruxelles en transition. Nous verrons avec lui les nombreux projets qu'ils ont mis en place et quels sont leurs objectifs. Bonjour Seb, Salut Benjamin. comment ça va? Bah écoute, ça va, je suis chez moi pendant la période du début de déconfinement, mais aujourd'hui je suis à la maison. T'as accès à tout ce qu'il te faut chez toi, j'espère. Oui, C'est... c'est ça. c'est- C'est une très bonne question parce que justement la transition et le mouvement des villes en transition m'a amené récemment à repenser mon habitat et nous avons déménagé il y a 1 an et on a la chance maintenant d'avoir un petit jardin dans Bruxelles. Donc mon confinement s'est passé un peu agréable quand même, heureusement. plutôt agréablement grâce à tout ça. Ok, donc parfait. Donc justement, tu parlais de la transition, et c'est la raison pour laquelle on discute aujourd'hui. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer qu'est-ce que c'est 1000 Bruxelles en transition? Alors 1000 Bruxelles en transition, c'est un collectif de citoyens, d'habitants du centre-ville de Bruxelles qu'on a monté il y a 7 ans maintenant. Pour moi, en tout cas, tout est parti d'un appel d'un ami, Julien, sur Facebook en proposant est-ce que quelqu'un veut me rejoindre dans la création d'un collectif d'habitants du centre-ville de bruxellois pour voilà, l'idée de base c'était de faire des actions écologiques. Enfin moi c'est ce que j'avais entendu au départ, je connaissais pas du tout ce mouvement-là il y a 7 ans. Donc voilà, l'idée de ce collectif c'est de créer du lien entre les habitants de Bruxelles, la nature, leur environnement, donc la ville de Bruxelles, et faire des actions concrètes, locales. On essaye toujours que ça soit un peu créatif et que ça soit convivial. Ok, Donc ça me fait penser à plusieurs choses. D'abord, quel est l'objectif concret? Donc vous voulez créer des actions, mais quel est l'objectif derrière ces actions? Alors l'objectif, c'est de reprendre en tant que habitant, en tant que simple citoyen, simple voisin, reprendre pied dans ce monde où les crises se suivent, les choses où on a un peu l'impression d'avoir perdu d'impact et perdu enfin voilà, que les choses se font d'une certaine manière où on n'est pas forcément acteur de la façon dont elles sont, qu'elles nous sont imposées, et donc essayer de les faire de la façon qui nous paraît pour nous les plus justes, et que ce soit Plus humain, socialement ouais. comme un point de vue juste écologiquement. C'est un peu les Ok. deux choses, c'est la sociale et l'écologie. Ok, et donc concrètement, quelles actions vous mettez en place? Ouais, donc concrètement, depuis ces 7 ans, on a mis en place des marchés gratuits, des repair cafés, des projections de films, on a créé un potager en rue, on a monté une banque de temps, on a aidé à monter avec les gens qui ont créé la monnaie locale bruxelloise, la ZIN. Ah oui. Qu'est-ce qu'on a fait? On a récolté des fruits chez les gens qui avaient des arbres fruitiers et qui ne savaient plus quoi en faire de leurs fruits pour en faire des confitures qu'on a redistribuées dans des œuvres caritatives. On a monté un gazap, ou en tout cas on a participé à la création et au développement d'un gazap dans le centre-ville. On a Alors, participé à des fêtes de quartier, on a fait voilà, plein de petites choses comme ça. Je peux développer toutes ces choses-là, je peux les ouais. développer. Ouais, justement, j'allais te demander donc deux choses. Donc par exemple, Gazap, qu'est-ce que c'est? Le gazap, c'est un groupement d'achat solidaire avec l'Action paysanne. Et donc, chez nous, c'est un maraîcher, Renaud, qui a un petit hectare de terrain à 80 km de Bruxelles environ, qui, tous les 15 jours, vient avec sa petite camionnette nous livrer sa récolte du jour. Et donc, on est une quinzaine de mangeurs qui s'engageons pendant 1 an à lui prendre sa récolte tous les 15 jours. Ouais, ouais, ok. Et donc pour le paysan, pour le maraîcher, pour Renaud, ça a vraiment un lien fort qu'il fait avec les mangeurs, comme on les appelle, parce que du coup il peut
prévoir les coûts de sa production, parce que c'est vrai que produire des légumes, on a beaucoup de coûts en tout début de saison. Maintenant, au printemps, il faut acheter les plants, il faut réparer la serre qui a été abîmée pendant l'hiver, il faut faire plein de choses comme ça. Donc tous les coûts sont en début de saison pour une récolte plus tardive, au mois de juillet-août, quand les légumes sont à maturité. Donc c'est vrai que lui, ça lui permet de s'assurer que les mangeurs seront là au moment où il en a le plus besoin. Et nous, en tant que consommateurs, en tant que mangeurs, ça nous assure d'avoir des légumes qui ont fait le moins de kilomètres possible. Donc là, c'est 80 kilomètres. On sait qui les a produits. On peut discuter avec lui de quel type de légumes on veut, de quelle est sa démarche. On comprend mieux aussi pourquoi il y a des années où, je sais pas, les salades ont été ravagées par les limaces. Donc pourquoi est-ce que cette année on a moins de salades que d'habitude? Et donc on a un lien comme ça beaucoup plus proche et plus clair avec ce qu'on mange. Et ça, c'est vrai que c'est une grande chance. Et en plus, toujours dans cette optique de convivialité et de créativité, on récupère nos paniers dans un bar du centre-ville de Bruxelles, donc le Merlot en l'occurrence, et se crée tous les 15 jours une petite communauté de mangeurs de légumes où il y a des échanges de recettes, et voilà, au bout du temps, on s'est devenus des amis, et maintenant c'est vraiment un endroit très 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 chouette et très sympa d'aller faire ses courses, voilà, d'aller chercher ses légumes, ça devient un vrai plaisir. Franchement, c'est une super chouette organisation. Mais comment est-ce que ça vous est venu de s'organiser comme ça? Vous connaissiez déjà Enfin, toi, personnellement, tu connaissais déjà le Renault. Comment est-ce que tu as réussi à organiser cette rencontre entre l'agriculteur et ce petit groupe? Alors, Ça se fait pas ouais, comme ça. c'est un bon cas. Là c'est pas un cas où Mille Bruxelles de Transition, le collectif, ou moi, on a été à la, au démarrage du projet. Mhm. Mais c'est un cas où voilà, c'est les questions de l'alimentation, d'autres comme questions comme l'énergie ou la finance, mais dans le cas présent, la question de l'alimentation, c'est une des questions qui nous habitent et dans lesquelles on débat ensemble dans les réunions du collectif. Et donc on a cherché quelles étaient les possibilités pour changer. Et c'est là où on est tombé sur le réseau des Gazap. On a cherché s'il y en avait déjà dans le centre-ville. Mhm. Et à ce moment-là, il y en a un qui venait de démarrer, donc le Gazap de Renault. Et donc on l'a pas créé, on l'a rejoint à ce D'accord. moment-là. Et le fait d'être dans le collectif, ça a permis pour moi d'avoir de dire à Renaud, bah voilà, je vais faire de la pub, je vais utiliser ce que le collectif a comme outil et comme audience sur Bruxelles pour faire connaître ton Gazap. Moi, comme j'avais un peu une connaissance en gestion, je lui ai dit, si tu veux, je vais t'aider à suivre les paiements, à suivre le compte en vente. En fait, le fait d'être rentré dans Mille Bruxelles en transition, ça m'a ouvert le champ des possibles de Mhm. je peux aider et je peux faire des choses et je peux être acteur en fait de ce qui se passe. Je dois pas juste venir et consommer des légumes. Je dois venir comprendre pourquoi il le fait, savoir si c'est quelque chose d'intéressant et comment est-ce que je peux l'aider. Quelles sont mes capacités pour aider ce maraîcher. Ouais, c'est super intéressant. Donc en fait, c'est ça, il y a un réseau qui s'appelle le réseau GASA et vous Exactement. l'avez Ouais. rejoint, quoi. C'est ça. Ok. Alors l'autre chose dont tu parlais, c'est la banque de temps, c'est ça? En quoi ça Ouais. consiste? Alors la banque de temps, c'est aussi quelque chose qu'on a fait en partenariat avec timesbank.cc. Donc c'est de l'échange de services. Moi, je vais t'offrir une heure de peinture chez toi parce que toi, tu sais pas, t'as pas la possibilité ou tu ne sais pas peindre. En échange, toi, tu vas offrir une heure de ton temps pour garder les enfants de ta voisine. Et en fait, on crée comme ça une sorte de mobilité alternative qui n'est pas basée sur l'argent, mais qui est basée sur le principe de une heure égale une heure. Une heure de Mhm. mon temps ne vaut pas plus qu'une heure de ton temps. Et tous les services qu'on offre en fonction de nos capacités. Ouais. Et donc ça, en fait, c'est aussi encore un cas intéressant où c'est quelque chose qu'on a lancé en partenariat avec un autre groupement qui faisait la même chose dans plusieurs villes en Europe. Et donc là, pour nous, ça avait l'avantage de pouvoir échanger une heure de mon temps avec une heure de quelqu'un qui habite à La Haye. Donc le jour où je vais visiter La Haye, je peux faire garder mes enfants à La Haye parce que j'aurais gagné du temps à Bruxelles. Ah oui. Mais c'est un projet
pas forcément rencontré tout le succès que nous on aurait voulu, qui est un peu en train de, voilà, tout doucement s'éteindre. Mais ça fait partie aussi de la philosophie ou de la mentalité du mouvement des villes en transition, où c'est pas très grave si ça fonctionne pas à plein régime tout de suite ou même jamais. Ce qui a été intéressant et ce qui a été important pour nous, ça a été aussi de penser la démarche, de la mettre en place, de la commencer, voilà, d'y mettre un peu d'énergie, puis de voir où, quand l'énergie qu'on pouvait y mettre, qu'on voulait y mettre, elle n'était plus suffisante pour faire en sorte que le projet devienne une vraie alternative à l'argent, de se dire, voilà, on va faire autre chose. Et cette autre chose pour nous, ça a été la zine et la monnaie locale. Donc, je sais que tu as fait déjà un podcast dessus. Et donc voilà, c'était d'investir, au lieu d'investir dans la banque de temps, on a investi dans la zine. Mais il y a plein d'autres façons d'échanger des services qui existent à Bruxelles. Il y a ce qu'on appelle des selles, ce qui est vraiment l'équivalent de ce qu'on a voulu mettre en place. Ouais, il y a Mersiki aussi, dont j'ai aussi fait un épisode. Ouais. Voilà, il y a d'autres gens qui l'ont fait bien mieux que nous, donc c'est pas très grave. On n'a pas besoin de s'obstiner. On n'a pas mis nos économies dans cette banque de temps, donc il y a pas. C'est pas grave, c'est vraiment, voilà, ça a été une très belle aventure. Elle a eu un début, un milieu, et puis elle est tout doucement en train de se terminer. Tu peux parler aussi d'ateliers créatifs. Je suppose que c'est quoi? C'est des ateliers d'art, de quel style de peinture, d'art de quelle nature? Des ateliers créatifs, on a fait surtout des créations de produits ménagers, de shampoings, En fait, on a fait un beau partenariat avec la Tentation dans le centre-ville de Bruxelles, où ils nous ont mis à disposition leur lieu, qui était vraiment magnifique, avec une grande cuisine. Et donc là, on a appris à faire des shampoings, on a appris à faire des choses ensemble, et c'était très chouette. Ok, mais c'est super cool aussi. Ça aussi, c'est quelque chose qui devient peut-être plus courant. On voit beaucoup de workshops pour faire votre savon chez vous, votre ceci chez vous, faire un peu de couture aussi. Mais c'est des choses qui peuvent être... c'est souvent ça qui est intéressant dans nos projets, c'est qu'on essaie de les penser pour qu'ils soient réplicables dans plein d'endroits. Parce que ça n'a pas beaucoup de sens de faire une demi-heure de voiture pour aller apprendre à faire son shampoing à l'autre bout de la ville, alors qu'on peut juste se mettre ensemble sans avoir on n'a pas besoin d'un expert chimiste pour ça, peut-être juste quelqu'un qui va un peu plus regarder, le faire une première fois à la maison, et puis expliquer aux autres comment le faire. Voilà, c'est cette philosophie on essaye ensemble, on n'est pas des professionnels, on n'est jamais on est des experts en rien, mais on essaye, on tâtonne, on apprend en faisant, et puis... Et ça doit être la même, du coup, la même manière de fonctionner pour le Repair Café. Voilà, alors Repair Café, c'est un très très gros projet parce que il dure depuis maintenant très longtemps. Il a subi quelques vagues, mais il est toujours là, donc ça c'est vraiment très chouette. Donc un Repair Café, c'est un endroit où on vient apporter un objet qui est défectueux dans un endroit, et là une personne va nous aider à le réparer. Donc c'est la mise en relation entre une personne qui a un problème chez un objet cassé ou un trou dans son pantalon et quelqu'un qui sait le réparer. Donc ça, on a commencé dans les Marolles, et voilà, on a eu des changements de lieu. Aujourd'hui, on est au Centre culturel Bruegel, on a un super partenariat avec eux, on se sent vraiment comme chez nous, chez eux, c'est très très chouette. C'est un petit Repair Café, il y a d'autres Repair Cafés où il y a beaucoup plus de monde, mais et voilà, on questionne la réduction des déchets, l'échange avec les voisins, ce que ça veut dire de savoir et de pas savoir, parce que au bout d'un certain moment, à force de venir au Repair Café, on n'a plus la même crainte. Ouais, on n'a plus la même crainte d'ouvrir quelque chose, déjà d'avoir un premier coup d'œil, parce que la première fois où on est venu au Repair Café, il suffisait juste d'ouvrir et de repousser quelque chose de 2 mm à l'intérieur, et c'était réparé. Et quand on a vu que ça, c'est des pannes qui existent et qui peuvent arriver, la deuxième fois, on va l'essayer tout seul, jusqu'à arriver à un moment où il faut faire un petit point de soudure, où là, on a peut-être besoin la première fois que quelqu'un nous explique, et la deuxième fois, on va aller louer un fer à souder chez Tournevis pour pouvoir réparer son truc tout seul, quoi.
Comment vous faites pour mettre en place tous ces projets comme ça? Comment vous organisez? Comment vous vous financez? Comment vous faites? Alors, on a passé pas mal de temps à réfléchir à la façon dont on prenait des décisions, la façon dont on s'organisait, dont on fonctionnait les uns avec les autres. Pour même sur la façon dont on fonctionne, d'essayer d'être un peu créatif, de pas avoir une tête pensante qui distribue les ordres aux gens derrière, parce que ça c'est quelque chose qu'on voit trop et qui a une certaine efficacité. Hein. C'est pas une question de l'objectif, c'est pas d'être plus efficace ou moins efficace, mais c'est juste essayer de pas se dire que c'est comme ça qu'il faut faire, mais peut-être de voir comment est-ce qu'on peut faire différemment. Donc là, en ce moment, on fonctionne par des groupes projets. Donc tous les petits projets dont je vous ai parlé, c'est un groupe projet avec des gens qui vont se réunir, réfléchir à l'organisation de ce groupe-là en particulier, voir de quoi ils ont besoin. Et on a un groupe qu'on appelle le COCO, un groupe de coordination, où chaque groupe projet envoie un de ses membres représenter le projet dans le groupe de coordination. Il y a certaines personnes qui gravitent dans plusieurs de ces projets-là. Ouais. On est flexible sur même les règles qu'on se met nous. On essaye de fonctionner le plus possible en concertation, en discutant et en prenant les décisions, en étant sûr que chaque décision qui est prise satisfasse l'ensemble du groupe, que ce soit pas quelqu'un qui impose sa vision. Pour les questions financières, déjà beaucoup de nos activités sont gratuites. Ouais. Et du coup, comment est-ce que vous obtenez les locaux, le matériel, par exemple, je pense au savon dont tu parlais juste tout à l'heure. Alors nos sources financières principales, c'est une petite boîte à dons là, pendant le Reaper Café, où les gens peuvent mettre quelques sous s'ils viennent faire réparer un objet chez eux, qui permet de financer l'achat de matériel pour le Reaper Café, mais aussi pour les autres projets. On fonctionne avec des demandes de subsides ponctuellement quand on en a besoin. Et voilà, en gros, c'est ça les deux sources principales. Mais c'est jamais beaucoup d'argent. Hein. Les plus grosses années, on a peut-être un bilan de 2 ou 3 000 euros, mais c'est tout. Quoi. Et donc si moi, par exemple, j'ai envie de rejoindre un projet ou même de lancer un projet avec vous, comment est-ce que je fais? Comment est-ce que je vous contacte? Comment savoir si mon projet va être accepté? Est-ce qu'il y a une sélection des projets? Comment vous faites? Le meilleur moyen, c'est de nous poser la question. Donc là, on est disponible soit pendant nos événements, donc venir à un Reaper Café, revenir à un marché gratuit, et là on peut en discuter ensemble. On a une page Facebook, on a un site internet où il y a aussi un espace où on peut laisser un message. Donc c'est 1000bxl en transition.be. En fait, il y a plusieurs cas de figure qui se présentent. Soit les gens ont envie, qui viennent avec un projet très spécifique en disant, voilà, moi j'ai envie de faire des ateliers de yoga où j'ai envie de créer un potager dans mon quartier. Et donc là, le groupe de coordination, le COCO dont on parlait, reçoit la personne, on discute tous ensemble, on regarde si ça s'inscrit dans la charte des valeurs qu'on a mis en place. Voilà. Le groupe décide ensemble si ça devient un nouveau groupe projet. Et donc, à partir de ce moment-là, le groupe projet prend son indépendance et rapporte juste régulièrement au COCO son évolution. Mais à partir de ce moment-là, le COCO n'a plus de droit de regard sur ce qui se passe dans le groupe projet. On est juste là pour être sûr qu'il n'y a pas des besoins transversaux qu'on pourrait passer à côté si jamais il y a une demande de subside qui est en cours. Il y a le potager qui a besoin de 300 euros, c'est une demande trop faible pour faire un subside en entier. On va regrouper le potager avec le Reaper Café pour faire une demande de subside groupée et pour pouvoir que les deux aient les 300 euros et que ça atteigne le minimum que le subside entraîne. Et donc, idem, si j'ai juste envie d'aider, par exemple, j'ai envie de participer au potager dans un quartier près de chez moi, comment est-ce que je fais pour, du coup, vous rejoindre et participer à l'élaboration de ce projet? Pareil, tu nous contactes via les réseaux et nous, on te dira quand est-ce que se passe la prochaine réunion ou la prochaine activité qui se crée au potager. On se rencontre et on discute et on voit qu'est-ce que toi tu as envie de faire dans ce potager. Est-ce que tu es
quelles sont tes compétences, qu'est-ce que toi tu as envie d'y faire, et on te dira, voilà, ça serait super que tu nous rejoignes. Par exemple, on a tel jour un groupe d'enfants qui vient visiter le potager, c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement. Est-ce que ça t'intéresse de m'accompagner? On le fait la première fois ensemble, et puis la fois suivante, tu pourras le faire tout seul si tu t'en sens capable, si tu en as envie, et si c'est ce que tu veux. Ouais, ok. Depuis le début, en fait, on fonctionne un peu comme ça, en imposant jamais aux personnes qui veulent nous aider des choses à faire, ou une régularité, ou une assiduité. C'est chacun y met l'énergie et la force qu'il a au moment. Et ça peut être de venir à toutes les réunions pendant 3 mois, et puis après disparaître complètement de la circulation, et puis revenir un an après. C'est des choses qu'on a déjà vues, et personne ne jugera sur ça. C'est vrai, en fait, on est tous bénévoles, on fait tout ça pour le plaisir, en plus de nos activités autres, professionnelles ou autres. Et donc ça doit vraiment rester du plaisir. Et voilà, si on avait besoin de professionnaliser, enfin, ça serait autre chose, mais ça serait plus ce collectif-là. Ouais, parce que toi, personnellement, t'as raconté que tu es à l'origine de la création aussi de Ville Bruxelles en transition. Qu'est-ce qui t'a plu spécialement dans ce projet, et qu'est-ce qui t'a convaincu de rejoindre le projet? Quand j'ai rejoint le projet, dans mon chemin personnel, j'avais l'envie, le besoin même de donner quelque chose à la société, ou en fait, faire maintenant, quelque je chose, me rends compte que c'est la communauté autour de moi, mais à l'époque, je savais pas bien le formuler, je savais pas bien comment le faire, donc c'était vraiment l'envie de faire quelque chose, avec d'autres gens. Et aussi le besoin de m'intégrer dans Bruxelles. Voilà, je venais d'arriver depuis Anvers, ou puis depuis la France peu de temps avant, donc j'avais besoin de m'intégrer dans la ville. Très vite, en fait, avec Bruxelles en transition, j'ai pu rencontrer plein de gens différents, j'ai pu découvrir des lieux emblématiques de Bruxelles, découvrir des commerçants, et vraiment, je pense que c'est un point de vue vraiment purement égoïstement personnel, ce que ça m'a le plus apporté, c'est un ancrage dans la ville de Bruxelles, et maintenant, il n'y a pas enfin, quand je me balade dans Bruxelles, il y a plein de choses qui résonnent avec ce qu'on a fait, plein de choses qui sont, voilà, pour moi, qui ont un sens très fort, et ça m'a permis de posséder à ma façon Bruxelles. Ok. Est-ce que tu as l'impression que ce mouvement sociétal presque d'aider les autres, donc d'avoir des activités plus sociales et plus respectueuses de l'environnement, est-ce que tout ce mouvement n'est pas en train de s'accélérer ces dernières années? Je pense notamment depuis les manifestations pour le climat, enfin les marches pour le climat. Est-ce qu'il y a une certaine prise de conscience, et est-ce que vous le ressentez directement parce qu'il y a plus de demandes ou quelque chose comme ça? Nous, on l'a surtout ressenti au moment de la sortie du film Demain, de Cyril Dion et Mélanie Laurent, parce que c'est vraiment un film qui met en avant des choses dans lesquelles on est très... Et ça a même été trop soudain et trop fort et trop important pour nous, parce qu'on n'a pas su répondre à ça, on n'était pas préparé. Et c'est à cette suite-là qu'on a mis en place toute l'organisation dont je te parlais avant, avec ces cercles de projets, la façon dont comment on accueille quelqu'un qui veut nous aider, comment est-ce qu'on... Et bon, après, on n'a pas réussi à retrouver tous ces gens-là, mais c'est pas très grave, je suis sûr qu'ils ont trouvé leur façon de s'intégrer dans l'environnement. Mais puis à Bruxelles, on voit bien avec la nouvelle organisation communale, on voit bien quand même que les choses évoluent, que les mentalités avancent, changent, ouais. Donc oui, effectivement, tu parlais du fait que il y a un réseau transition un peu partout à Bruxelles, mais aussi en Wallonie. Est-ce qu'il y a il y a un dialogue entre ces différentes communes? Enfin, je pense que oui, mais comment est-ce que vous vous entraidez finalement? Bah, il y a des échanges, hein. Le réseau en transition fait des journées, des AG où on peut se rencontrer, des formations où on peut se rencontrer. Donc ça existe. Et puis parfois aussi, c'est une initiative en transition qui invite les autres initiatives de transition de bruxelloises ou de la région à se rencontrer, à aller boire un café ou une bière
dans un endroit de son choix pour échanger, pour voir qu'est-ce qui se passe à Uccle, qu'est-ce Chez qui se les passe autres. à Anderlecht. Quelles sont les bonnes Et idées que peut-être on peut qu'on peut faire ensemble. également faire dans d'autres communes, dans d'autres Ouais. villes? Une fois par an, on essaye de faire un marché gratuit tous ensemble au moment de Noël. Mais après, le mouvement des villes en transition, donc qui est parti d'Angleterre, c'est quand même un mouvement qui se veut pour la relocalisation. Du coup, on travaille vraiment à des échelles toutes petites, et même parfois, je me dis que 1000 Bruxelles, le Pentagone bruxellois, c'est déjà beaucoup trop vaste et beaucoup trop grand, et qu'on pourrait avoir à l'intérieur du Pentagone peut-être 5, 6, 7 initiatives de transition efficaces dans leur quartier et qui répondent encore mieux aux besoins du quartier, parce que les besoins des Marolles ne sont pas les mêmes que les besoins je sais pas, d'un autre quartier, de Ensens ou ailleurs. Ouais, c'est vrai, c'est intéressant. Après, peut-être qu'il faut démarrer comme ça, avec une seule structure, et puis petit à petit, avec le... S'écarter, Ouais, voilà, ça va grandir, et il y en aura de plus en plus d'initiatives, et vous allez vous subdiviser. Après tout ça, ce serait le sens logique de l'évolution. Ouais, c'est ça. L'essence, ce serait d'aller vers du plus petit plutôt que vers du plus grand. Une chose que je voulais te demander, vous avez plein de projets, et vous avez eu plein d'autres projets qui sont probablement déjà passés. T'as parlé aussi de la projection de films, etc. Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué ou qui te tient plus à cœur que les autres? Ouais, je pense que c'est le marché gratuit. C'est un peu j'adore ce moment-là. Donc un marché gratuit, ça s'appelle aussi Gratifaria, ou c'est une brocante, mais sans échange. En fait, sans échange ni d'argent, c'est pas du troc non plus. C'est vraiment une démarche qui vise à réduire les déchets, à avoir moins de surproduction, et c'est aussi un lieu d'échange et de solidarité entre des gens qui ont plus ou moins de chance dans la vie, et qui remet du lien et qui permet de rencontrer des gens qui sont très différents de ce qu'on est nous-mêmes. Chez nous, c'est un rendez-vous mensuel. Enfin, on fait juste une pause pendant les mois d'hiver, parce que on est très très attaché au fait que notre marché gratuit se passe dans l'espace public, dans un parc où tout le monde est le bienvenu, parce que dès qu'on rentre dans des lieux, il y a toujours la barrière du lieu en fonction de ce qu'est le lieu qui va attirer le public. Et j'y suis très très attaché, parce que déjà c'est la première action concrète qu'on a faite, et on a eu la chance de la faire dans le cadre d'un grand festival. Enfin, je dis grand festival, mais le premier marché gratuit qu'on a fait était vraiment immense. C'était dans le festival Do It Yourself à Sainte-Catherine. Et il y a eu un grand succès. C'est vraiment les gens qui nous ont dit, mais vous devez en faire plus, vous devez revenir. Et on est revenu, et puis il y a eu plus ou moins de monde, et puis maintenant on a un groupe d'habitués. Donc c'est vraiment des gens qu'on voit que au marché gratuit, avec qui on a tissé des liens, et ça fait 6 ans maintenant qu'on le fait, et voilà, donc vous le faites tous les mois. Vous faites tous les mois ce marché gratuit dans un parc à Sainte-Catherine, dans le petit parc voilà, où maintenant ils ont construit un enclos pour les chiens, voilà, mais voilà, juste dans ce petit parc là. Et donc concrètement on apporte des bâches, les gens posent leurs objets sur les bâches au sol, et ceux qui veulent prendre les objets qui ont été apportés les prennent, et c'est tout aussi simple que ça. Il y a pas de règles, il y a pas de chacun prend ce dont il a besoin. Et du coup, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve des vieux livres, ouais, je me doute qu'il y a plein d'objets, de bric-à-brac. Les grands classiques, hein, c'est les CD, les livres, mais il y a des vêtements, il y a eu de la nourriture, on a eu des instruments de musique, une guitare, on a eu des meubles. Quand les objets sont trop volumineux, on propose aux gens de venir avec une photo. Comme ça, après, ils s'arrangent avec la personne pour venir le chercher. Mais vraiment, il y a eu en 6 ans, je pense que tout est passé dans le marché gratuit. Alors on en parlait tout à l'heure aussi, est-ce que parmi toutes vos activités, maintenant je suppose qu'il y en a plus beaucoup qui fonctionnent encore sous le confinement, sous la crise. Qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous faites malgré la crise, entre guillemets? Le mouvement de la transition, c'est aussi un mouvement qui est parti à la base, pas chez nous, mais plus largement, pour répondre à des crises, et qui a imaginé en fait de répondre à une crise du pétrole. Donc, que se passerait-il dans le monde de demain s'il n'y avait plus de pétrole, ou si le pétrole n'était plus
aussi peu cher que ce qu'il est aujourd'hui. Et quand on fait cet exercice mental, on se rend compte que tout est compliqué. Les déplacements sont compliqués évidemment, mais à cause des distances. Du coup, à cause du fait que les déplacements soient compliqués, tout devient difficile. Et donc nous, on a toujours un peu anticipé ce genre de crise-là, le fait que il faut qu'on trouve un moyen de raccourcir la distance pour que s'il n'y a plus de pétrole, on puisse continuer à vivre. Ce que nous, on avait très peu anticipé et pas anticipé dans la crise actuelle, c'est le fait que les échanges humains, le lien entre les hommes soit compliqué. Ça, c'est vraiment, pour nous, ça a été difficile parce que on avait un peu tout se base là-dessus, tout se base sur la relation humaine, évidemment. Ouais. Mais en fait, en discutant avec les gens du collectif la semaine dernière, on s'est rendu compte qu'on était aussi quand même bien mieux préparés que d'autres personnes qui ont été encore plus surprises que nous par ce qui se passe aujourd'hui, parce que on connaît tous les commerçants de notre quartier. On a déjà l'habitude d'aller faire les courses chez eux, on a déjà l'habitude d'éviter les endroits où il y a beaucoup de foule, où il y a beaucoup de... Enfin voilà, donc on est déjà ancré dans notre communauté. Donc ça, c'est déjà un moyen de résilience qui nous a vraiment facilité la période du confinement. On a continué à avoir les légumes qui sont arrivés tous les 15 jours. On a juste changé le lieu de distribution. Au lieu de le faire dans un bar, on l'a fait en l'occurrence chez moi, où j'ai une petite cour où il pouvait garer son camion, et en prenant des mesures de distance. Mais en fait, on l'a mis en place dès le démarrage du confinement, avant même que ça soit quelque chose qui soit qui commence à rentrer maintenant dans les mœurs. On avait déjà l'habitude de venir avec un masque, de garder nos distances. C'est sûr que marché gratuit, Hyper Café, qui sont nos deux gros événements du mois, c'est un peu plus compliqué. Mais on est en train de réfléchir à ce qu'on pourrait faire pour continuer à les faire. On n'a pas encore trouvé, mais on finira par trouver quelque chose. Et puis dès qu'on peut, on les retrouvera avec plaisir. On a continué à faire des réunions qui ont été un grand soutien psychologique et moral pour les membres du collectif. Il y a un grand pan de la transition qui s'appelle la transition intérieure, où en fait, quand on commence à s'intéresser à toutes ces questions d'écologie et de crise du pétrole, où il y a très vite des nœuds, des peurs et des choses qui surgissent, et la transition intérieure permet d'en discuter, d'en parler, de les extérioriser et de mieux vivre avec. Donc voilà, Est-ce que vous avez eu des propositions du style création de masques ou gratuite, ou formation pour comment faire son masque, ou ce genre de choses? C'est pas quelque chose qu'on a mis en place. Je pense qu'on a été un peu sidérés au démarrage, et après toutes ces choses-là se sont mises en place sans nous. Mais on a relayé les appels, par exemple, à l'initiative Pour eux, qui est vraiment incroyable sur Facebook, qui met en relation des gens qui vont faire des repas chez eux avec des gens qui vont venir chercher les repas et les distribuer aux plus démunis à Bruxelles. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé avoir cette idée et le faire. C'est vraiment un très 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 beau projet. Et comment ça s'appelle ? Pour eux, hashtag pour eux. Là, j'ai posé toutes mes questions. Donc, qu'est-ce que 1000 Bruxelles en transition a comme message à donner pour les auditeurs ? Je pense, comme on l'a un peu dit, hein, mais je pense quand même qu'on est à un moment hyper important. Enfin, j'aurais dit la même chose avant la crise actuelle, mais on a une possibilité pour que la crise amplifie encore des changements sociétaux, et on a un moment où tout est possible devant nous, et on n'a pas tous les jours l'énergie, la force, mais les jours où on l'a, il faut pas hésiter à faire ce dont on pense être le mieux et le plus dirigé vers les autres, pour le bénéfice du vivre tous ensemble, quoi. Ok. Super. Je te remercie beaucoup, Seb. Merci à toi. Comme d'habitude, j'invite tout le monde à vous suivre sur Facebook, sur Instagram également.
On a une page sur Instagram. Mais on n'est pas des grands Instagrammeurs. Mais Oui, c'est ce qui me semblait bien, ok. Qu'on Mais en n'était tout pas cas- des grands Instagrammeurs ou qu'on en avait une. Oui, il me semblait bien que j'avais vu sur Instagram, mais que c'était pas, Ouais. c'était pas forcément là que vous étiez le plus actif. Non. Alors que sur Facebook, vous êtes assez actif, il me semble. Donc c'est bien Oui, pour, c'est le- voilà, pour suivre les projets, les activités, et même les initiatives que vous soutenez sans en faire partie. Ouais. Et puis il y a 1000 Bruxelles, mais ensuite, comme tu l'as dit, il y a le HUC, le XL, ou je ne sais pas, mais plein d'autres dans la commune de chacun. Et sinon, si ils veulent donc vous contacter pour présenter un projet, ou bien vouloir participer à un projet, ils vous contactent via Facebook ou via votre site. Oui, c'est ça, c'est vraiment le meilleur endroit pour nous contacter. Ou encore mieux, de venir à un événement, à un marché gratuit ou un Repair Café dès qu'ils ont recommencé. Et c'est Voilà. encore plus simple. Ok, ben voilà, super. Merci beaucoup, Seb. Merci beaucoup. Et revoir. bonne fin de confinement, en espérant Merci. que ce soit pour bientôt. Oui, c'est clair. Merci. Salut.